Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire Excel Cubed. Je suis Jean-Christophe Cabot et je suis accompagné de Toby Nash. Bonjour Toby. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Alors nous faisons partie tous les deux de l'équipe française d'Excel Cubed. Alors sans plus tarder, quelques diapositives et puis nous passerons directement à une démonstration et puis nous répondrons à vos questions sur le chat si vous en avez. Alors, Excel Cube, c'est donc une société qui est née en Angleterre il y a une vingtaine d'années à partir d'une application de calcul des prix dans le secteur pétrolier. À partir de cette application, les fondateurs ont réalisé qu'il y avait un vrai besoin sur le marché et ont développé une solution qui est devenue aujourd'hui une plateforme complète de BI avec un fort focus sur le reporting et l'analytics. La maison mère est donc en Angleterre et en janvier 2020, on a ouvert une branche française à Paris, en fait plus exactement à Clichy. La commercialisation de l'offre se fait en direct, mais aussi via un vaste réseau de partenaires dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 clients, tous les types d'industries sont représentés, de la PME au grand groupe international. Alors évidemment, des clients en Angleterre, aussi en France, notamment quelques très grands noms, et puis en Europe avec une forte implantation dans les pays d'Europe du Nord et germanophones. Et puis, dans le reste du monde, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Alors, pourquoi Excel Cube? Aujourd'hui, vous avez des outils de BI qui permettent de visualiser facilement, rapidement des données qui font des très jolis dashboards. Donc, ce sont des outils puissants, mais qui restent l'apanage de spécialistes. Alors, c'était vrai déjà avec des business objects, c'est toujours vrai aujourd'hui avec des outils plus récents comme Power BI ou Tableau. Donc, les utilisateurs vont pouvoir facilement consulter et manipuler ces tableaux de bord, mais pour autant, ce sont des outils qui ne sont pas vraiment adaptés aux besoins du quotidien, car trop complexes pour cela. Les besoins, ils changent de plus en plus vite et donc l'utilisateur a besoin de plus en plus d'autonomie. Alors, la proposition de valeur d'Excel Cube, justement, c'est en capitalisant sur Excel, donc ça veut dire peu ou pas de formation, ça veut dire ne pas brider les capacités d'Excel, mais au contraire décupler ses capacités, tout en restant un vrai outil de BI professionnel qui s'insère à l'intérieur d'Excel, donc ce n'est pas un simple add-in, eh bien, c'est d'offrir une très grande flexibilité aux utilisateurs sans avoir besoin d'être des power users, des experts. Et c'est ce qui va apporter une vraie autonomie pour construire et diffuser des reportings et des tableaux de bord. Alors la solution, le modèle est très simple en deux parties. Donc un composant dans Excel qui est matérialisé par des rubans dédiés et puis un serveur web qui permet à travers un navigateur ou sur tablette ou mobile, avec ou sans application, d'exécuter tout ce qui a été construit dans Excel avec le même rendu et la même interactivité. Alors, on peut aussi néanmoins créer directement des analyses depuis un navigateur. L'idée, c'est que tout ce qui est fait dans Excel peut être publié sur le web en quelques secondes. Alors, démonstration en 4 parties, illustration de la flexibilité et intégration dans Excel, exemple métier d'atterrissage des ventes, et puis Toby prendra le relais pour vous parler des visuels IBCS qui sont particulièrement adaptés, notamment en termes de communication financière, et enfin, il vous montrera la conception et l'intégration de tableaux de bord. Alors, je viens de vous dire que c'est un modèle dans lequel on commence dans Excel et puis on peut publier sur le web. Eh bien, on va tout de suite illustrer cela. Pour cela, je vais repartir d'un favori. Un favori, c'est une requête préenregistrée qu'on peut se sauvegarder quelle que soit la source. Elles sont d'ailleurs rangées par source. Et donc, je vais repartir ici comme point de départ pour aller plus vite d'une restitution qui montre mes ventes en chiffre d'affaires en unités par pays. Et puis, je vais construire une analyse rapide sur ce tableau. Je vais demander à décomposer cela par ville en demandant un classement, un top 10 de mes villes, de mes 10 premières villes. Alors évidemment, j'aurais pu choisir un autre paramètre que 10. Et puis, je vais faire la même opération sur un autre axe d'analyse. Alors, ici, on constate que quels que soient les axes d'analyse qui existent dans votre source de données, quel que soit le champ, on peut faire exactement la même chose. Donc ici, je le fais sur une notion de produit sous catégorie. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici un palmarès de mes 10 premières villes. Le total des autres villes sont ici, donc c'est 87% de mes ventes. Et puis la même chose sur mes produits. Donc en quelque sorte,
c'est une analyse de Pareto du 20-80. Et puis, ce que l'on voit, c'est que ces deux analyses de décomposition sont interactivement liées à ma cellule active du tableau de départ. Alors, j'aurais pu le faire sur des tas d'autres axes d'analyse. Eh bien, cette petite analyse, je vais directement la publier sur le web. Pour cela, j'ai un bouton dédié. Je choisis mon répertoire de destination. Je donne un nom à mon analyse. On va appeler ça top 10 et je clique sur le bouton publier. Alors, à ce stade, si je suis autorisé à le faire, je peux bien sûr gérer des droits d'accès, dire qui a le droit d'accéder à cela en lecture, en écriture, mais aussi en termes de fonctionnalités, on peut brider ou autoriser certaines fonctionnalités. Donc, je viens de lancer mon site web dans lequel je retrouve le rapport que je viens de publier. Et donc, là, on va récupérer exactement la même chose que dans Excel, exactement le même visuel et la même interactivité. Et puis, si j'ai les droits, ce qui est le cas avec le profil que j'utilise ici, vous voyez qu'on peut continuer une analyse. Par exemple, je pourrais sélectionner une autre période en filtre de page. Alors ça, c'était pour vous montrer ce modèle de je construis dans Excel et puis je publie sur le web. Alors maintenant, je voudrais vous parler de flexibilité qu'offre le modèle dans Excel. Quels que soient les outils que l'on utilise, il y a toujours un moment donné où on va récupérer des listes d'éléments. Alors cela peut être des listes de produits, des listes de magasins ou des listes de comptes, ce qui est le cas dans mon exemple ici. Alors je pourrais choisir ces comptes comme cela, mais Excel Cube vous permet de directement exploiter les listes que vous récupérez. On a en bas de notre outil de sélection, nous avons un bouton plage. Et quand je clique sur ce bouton plage, eh bien je peux directement aller pointer une zone de cellules et tous les comptes reconnus dans ma source de données eh bien, vont automatiquement s'appliquer à mon tableau. Alors, c'est complètement interactif. Si maintenant j'efface certains de ces comptes, mon tableau se met à jour automatiquement. Alors ça, c'est extrêmement pratique et extrêmement flexible. Un autre exemple de cela, c'est par exemple le besoin très, très fréquent de vouloir caler un rapport, une restitution sur la période en cours. Alors, il y a plusieurs façons de définir la période en cours. L'une d'entre elles, je ne dis pas que c'est la seule, mais l'une d'entre elles est le fait de se baser sur la date du jour. Donc là, j'ai utilisé une fonction Excel, la fonction maintenant, qui me donne la date du jour. Et puis par-dessus, j'utilise une deuxième fonction Excel pour formater cette date au même format que ma source de données, à savoir le mois complet et l'année. Eh bien, je vais utiliser la même technique que précédemment. Je vais prendre ma date et aller pointer sur une plage de cellules pour piloter la période de mon tableau, c'est-à-dire de me caler automatiquement sur la dernière période. Évidemment, au 1er janvier, ce tableau glissera automatiquement sur la période, le mois de janvier. Mais ce n'est pas parce que je pointe sur une cellule Excel que je suis limité. Non, je peux, à partir de là, faire un certain nombre d'opérations. Par exemple, aller ajouter les périodes précédentes, les 11 périodes précédentes, mais même le faire de manière dynamique en pointant de nouveau sur une cellule, comme ceci, de manière à piloter dynamiquement le nombre de périodes que je veux ramener. Donc ici, j'ai du 12 mois glissant. Si je saisis 5, j'ai 6 mois glissants. Alors évidemment, je pourrais publier ça sur le web, simplement en rendant cette cellule éditable, j'aurai la même interactivité. Et puis un dernier exemple de flexibilité, ici, un exemple de bilan simplifié, dans lequel j'ai une partie active et une partie passif. Alors, dès qu'on parle de communication financière, la forme est assez importante, assez stricte des fois, et notamment ici, peut-être le total de mon actif, j'aimerais bien le placer en dessous du détail de mon actif. Alors ça, je pourrais faire cela directement avec mon outil de sélection qui me donne toute l'attitude de placer les éléments simplement par glisser-déplacer comme ça, les placer exactement comme je souhaite, mais c'est peut-être pas exactement suffisant. Néanmoins, je pourrais quand même aérer les choses en ajoutant par exemple un intervalle comme cela, ce qui me donne quelque chose d'un peu plus visuel. Alors c'est pas parce qu'on met des intervalles d'ailleurs que on a cassé quelque chose, on a toujours l'interactivité, vous avez vu que j'ai déplié, et pour autant c'est pas ce que je veux faire, je veux avoir mon passif à droite. Alors vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train de cliquer sur la flèche retour arrière. Donc, c'est le même modèle que le navigateur. Donc, on connaît tous ça, on sait tous faire cela. Et donc, toutes les actions que vous faites, on peut le dérouler en avant, en arrière,
quel que soit le visuel. Donc ça participe énormément à la facilité de prise en main et d'usage d'Excel Cube. Alors là, dans mon cas, moi, je veux vraiment une mise en forme particulière, donc je vais convertir ce tableau en mode formule. Alors, dès que je convertis ça en mode formule, j'ai maintenant la main, absolument la main complètement pour exactement agencer ça comme je veux. Donc, je vais formater les en-têtes de colonne, je les recopie à droite, et puis le détail de mon passif, je vais le mettre sous mes nouvelles colonnes à droite. Je vais placer le total comme ceci à ce niveau-là, et le total de l'actif, je vais le placer à côté du total de mon passif, et puis peut-être insérer une ligne ici. Voilà, vous voyez, j'ai la liberté de placer les cellules exactement où je veux, parce que j'utilise un mode formule. Alors, ces formules, on peut les éditer comme cela, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'éditer des formules. On a néanmoins la possibilité d'utiliser un assistant qui va me permettre d'aller pointer exactement les éléments que je souhaite voir, aussi bien au niveau des formules de données que des formules de libellé en ligne, en colonne, en page. Par exemple, ici, je pourrais dire que je veux voir l'année 2018 au lieu de 2019. Alors, ce rapport, je pourrais, comme tout à l'heure, le publier sur le web, mais une autre façon de partager, de diffuser l'information, c'est de rester dans Excel. Et pour cela, je peux demander à démultiplier ce même rapport pour, par exemple, chacune de mes sociétés. Alors là, je pourrais les sélectionner, mais pour gagner du temps, je vais repartir d'une liste de sociétés que j'ai présélectionnées. Donc, on peut se sauvegarder des listes, des filtres comme ça qu'on rappelle. Et puis, je vais simplement, pour chacune de ces sociétés, cliquer sur OK de telle sorte à obtenir un onglet dans lequel j'aurai le bilan pour chacune de mes sociétés. Alors, là, j'ai choisi de le faire dans le même classeur. J'aurais pu le faire dans un nouveau classeur, bien sûr. Et dans ce cas, j'ai choisi de rester sur quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que je pourrais continuer à déplier ici, mais on peut évidemment rester dans une approche complètement figée, statique, où on a uniquement le résultat et non pas un objet dynamique. Alors, maintenant, je voudrais vous parler d'un exemple un peu plus concret, et il s'agit d'une simulation d'atterrissage des ventes. Alors, cette simulation, elle est basée sur deux sources de données. Une première source qui est du prévisionnel qui se trouve dans Excel, et puis des ventes qui, elles, proviennent d'une base de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Excel Cube, on a rajouté une pivot view, c'est-à-dire un univers analytique qui va me permettre de fusionner ces deux sources et reconsolider mes données qui, au départ, sont en fait au niveau des départements, des États et des mois. Alors que ici, vous constatez qu'on a une vision au niveau global, soit au niveau de certains pays, au niveau consolidé, et puis pareil au niveau annuel. Alors que mes données au départ sont issues, sont à un niveau plus fin. Eh bien, c'est grâce à mon espace analytique, j'ai pu définir des façons d'agréger, des hiérarchies, et ces données sont instantanément reconsolidées. C'est-à-dire, donc ça va me permettre, cet espace analytique, ça va me permettre de travailler comme s'il s'agissait d'une source unique et surtout de facilement mélanger les données et opérer des calculs qui mélangent les données issues de plusieurs sources. Donc, par exemple, ici, mes données de prévisionnel, en fait, elles proviennent de cette feuille-là, dans laquelle j'ai à peu près 2000 lignes de données. Donc, ça a été construit à partir des données historiques. Et puis, l'intérêt d'être dans Excel, c'est qu'on a modélisé un prévisionnel en exploitant les capacités d'Excel. Donc, on a mis des formules et notamment, on a des formules qui s'appuient sur des coefficients qui se trouvent ici en colonne. Donc, j'ai un coefficient par trimestre et par pays. Et ce qui fait que dès que je vais modifier l'un de ces coefficients, eh bien, je vais impacter mes données de prévisionnel au niveau fin. Et grâce à mon espace analytique, je vais avoir une reconsolidation automatique de mes données. Donc, par exemple, ici, je vois qu'au niveau global, en 2020, je suis à un écart négatif de 1,2 million en négatif par rapport à l'année précédente. En fait, je m'aperçois que cet écart, il provient beaucoup des États-Unis. D'ailleurs, je suis à 2,5 millions. Si je regarde entre 2019 et 2020, je vois que l'écart, il provient majoritairement des États-Unis. Alors moi, je suis très confiant avec ces nouveaux vaccins dont on nous parle, notamment aux États-Unis. Donc, au lieu de penser que je vais avoir 50% d'activité, je vais me baser sur 90% d'activité.
Et du coup, instantanément, mes données des États-Unis sont bien sûr reconsolidées. Et surtout, au niveau global, j'ai une reconsolidation instantanée. Alors voilà, pour construire quelque chose comme ça, évidemment, on ne va pas se baser, faire du bricolage Excel et monter une usine à gaz. Non, on va s'appuyer sur justement cette vue analytique et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je repars d'un classeur dans lequel j'ai déjà préparé une connexion sur ma base de données et une autre sur mon classeur Excel. Et puis, je vais ajouter une nouvelle source de données, donc une nouvelle connexion. Alors, ça me permet de vous illustrer que, outre des bases relationnelles ou des bases multidimensionnelles, ça peut être du Microsoft, de l'Oracle, du SAP. J'ai aussi la possibilité de me connecter à des données dans le cloud, sur Azure. Tiens, on a un client qui vient de migrer au 1er décembre, justement. Du Power BI, soit local, soit on-premise, soit sur online, et puis même des sources big data comme Google BigQuery ou des tas d'autres sources possibles. Alors, dans ce qui m'intéresse ici, moi, je vais aller utiliser ce type de connexion qui est celle qui me permet de fusionner mes deux sources que j'ai déjà sélectionnées dans mon classeur. Donc, je sélectionne ces deux sources. Donc, ça va me permettre de manipuler une source unique et sur cette source unique, je vais construire ce qu'on appelle une pivot view, c'est-à-dire mon univers analytique. Alors, je vais aller sélectionner ce que je veux ramener dans chacune de mes sources. Donc, dans la première source, sur la notion d'indicateur que je veux ramener, je vais aller prendre mes ventes. Alors, je pourrais faire du glisser-déposer comme cela, mais pour gagner du temps une nouvelle fois, je vais repartir d'un favori comme tout à l'heure. Donc, je sélectionne mes ventes, les mois pour 3 années, et puis les trimestres et les années, ça me permettra de monter une hiérarchie, et les départements et les États, ou les États, et puis les pays qui me permettront aussi de monter la hiérarchie. Et puis, sur ma partie Excel, je vais aller pointer sur ma feuille de données Excel. Alors là, vous constatez, je ne prends que les 5 premières colonnes qui contiennent le mois, le lieu et les prévisionnels. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, je vais valider cela. Et quand je valide cela, Excelcube me dit, oui, mais comment veux-tu que je mette en cohérence ces deux sources de données complètement différentes? Eh bien, c'est là où je vais lui dire que ce qui correspond à date calendrier, dans mon fichier Excel, ce sont les mois, alors que ce qui correspond à ce qui s'appelle état dans ma base de données, ça correspond à ce que j'ai appelé lieu dans mon fichier Excel. Voilà, à partir de maintenant, je peux me connecter sur cet univers analytique et construire toute forme de restitution. Donc ici, on va faire un tableau et je vais arriver dans mon concepteur de tableau et dans ma notion de mesure, je vais retrouver tous les champs numériques, ceux-ci ont été automatiquement agrégés en tant que mesure. Donc, je vais retrouver ici mes données issues de mon fichier Excel, mon prévisionnel, et là, mes données de vente issues de ma base de données. Et puis, tous les autres champs non numériques, eux, ont été convertis en tant qu'axe d'analyse ou dimension. Donc, par exemple, les années, elles proviennent de ma base de données, alors que les lieux proviennent de mon fichier Excel. Donc là, j'obtiens une vue consolidée que je peux déplier sur n'importe quel axe d'analyse qui mélange mes données Excel ici et mes données de base de données là. Et je manipule ça comme une source unique. Alors bien sûr, cet espace analytique qui a été créé par défaut, je peux simplement, en cliquant 2 fois dessus, aller regarder et modifier un peu les choses. Donc à droite, j'ai tous les champs d'origine de mes sources de données et à gauche, j'ai tout ce qui a été créé automatiquement. Donc là, je peux par exemple dire que mes trimestres, je voudrais bien les placer au-dessus de mes périodes, les années, les placer au-dessus de mes trimestres, de telle sorte à monter une hiérarchie, puis probablement que je voudrais supprimer cela. Alors là, comme le temps nous est compté, encore une fois, je vais repartir de cette étape-là où j'ai déjà construit, modifié cet espace analytique. Pourtant, ça va très très vite, mais on essaye d'aller le plus vite possible, évidemment. Et donc, si je vais voir cet espace analytique, eh bien, vous constatez que j'ai un peu fait le ménage et je n'ai conservé que la notion de période et de géographie et j'ai monté 2 hiérarchies et j'ai bien exactement la même chose au départ. Alors maintenant, j'ai donc ici les années, les trimestres en dessous et les mois. C'est quand même beaucoup plus simple à manipuler, puis ça va m'ouvrir d'autres perspectives. Alors, je vais pouvoir commencer à travailler là-dessus. Première chose, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vois que ce libellé ici ne me plaît pas tellement. Donc, je vais
modifier ce libellé. Donc, je vais saisir réaliser pour mes ventes et prévisionnel, qui sera plus correct, pour mes données qui proviennent, elles, d'Excel. Alors, vous voyez, je viens de faire une manipulation Excel standard, naturelle, mais en fait, Excel Cube a compris ici que je voulais gérer des alias. Si je vais regarder mes alias, je constate qu'à partir de maintenant, eh bien, Excel Cube, dès qu'il va voir ces champs issus de chacune des sources de données, eh bien, il va se prendre en charge la gestion des libellés. Ces libellés, vous voyez, je peux les exporter, les réimporter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mes périodes que j'ai renommées. Donc, on fait le travail une seule fois et puis on réapplique à chaque fois, on récupère ce qu'on a déjà fait, on ne réinvente pas la roue. Alors maintenant, je suis prêt à commencer à travailler sur cet espace de données. Je vais pouvoir faire des calculs qui mélangent donc mes deux sources. Alors, moi, je veux comparer mon prévisionnel à mon réalisé de l'année précédente. Donc, je vais du coup ramener une nouvelle fois mon réalisé dans mon tableau et pour autant, je vais plutôt regarder une valeur calculée sur mon prévisionnel. Donc, j'ai un assistant qui me permet de répondre aux besoins métiers standards. C'est-à-dire qu'avec ça, je vais pouvoir faire des choses comme une moyenne mobile sur 6 périodes ou 12 périodes, par exemple. Une évolution en pourcentage ou en valeur par rapport à l'année précédente ou par rapport à la période précédente. Un cumul depuis le début de l'année ou un year-to-date. Dans mon cas, je veux simplement aller attraper les données de l'année précédente, donc je vais simplement lui préciser que c'est sur période et le niveau an que se trouve ma notion d'année. Et je vais également donner un nom à ce calcul, je vais l'appeler réaliser A-1. Et puis j'obtiens, et bien voilà, je vois bien que visuellement, on voit bien que c'est exactement la même chose que le réaliser décalé d'une année. Alors, ce n'est pas vraiment un calcul en tant que tel, mais peu importe. L'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas un calcul Excel et que c'est fait dans mon espace analytique et ça s'applique sur ma source de données, la base de données. Donc, selon la source, ça peut être fait en SQL, en MDX, en DAX, que sais-je. Donc, pour le prévisionnel, je vais continuer à travailler, ajouter un calcul et cette fois, je vais faire un calcul Excel. Donc, je vais ajouter un calcul en colonne et puis je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est de voir le prévisionnel et puis de retrancher le réalisé de l'année précédente. Puisque je saisis ça dans une feuille, dans un calcul Excel embarqué dans le tableau Excel Cube, et bien vous voyez que automatiquement Excel Cube met à jour la colonne. Je peux cliquer 2 fois sur son en-tête pour renommer ce calcul. Voilà ce que je viens de faire. Donc, je l'appelle P-R de A-1. Et je vais également, pour le rendre plus visible, je vais le formater. Donc, je vais lui appliquer une mise en forme, le mettre en gras et puis mettre surtout les chiffres en rouge de quelle sorte à ce que ce soit plus visuel. Alors maintenant, le format et la formule Excel est géré, les deux sont gérés par Excel Cube. Donc, lorsqu'on est dans Excel, voilà ce qui peut se produire. Ça offre une flexibilité très importante, mais il y a des risques. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'embarquer ma formule Excel dans Excel Cube, eh bien, dès que je vais actualiser ma restitution, eh bien, ma formule se met à jour, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sécuriser vos formules Excel. Alors, de la même manière, si je prends mes régions et je les déplace au-dessus de mes mesures, donc j'ai mon total région ici, si je clique 2 fois maintenant pour déplier, eh bien, vous constatez que ma formule Excel est répliquée pour chacun des pays, c'est-à-dire qu'elle suit la structure de mon tableau. Si je replie cela et je repasse région en page, je peux aussi demander, par exemple, alors on peut inverser les dimensions et les manipuler directement sur la feuille Excel, simplement en prenant les étiquettes et par exemple en faisant placer mesure au-dessus de période, ce qui va inverser mes lignes et les colonnes. Et là, vous constatez que le format suit également, mais aussi ma formule Excel qui au départ était une formule en colonne. Alors, à ce stade, on est à peu près, on commence à s'approcher de ce qu'on avait au départ. Alors, je ne vais pas aller au bout de l'exercice parce qu'il me faudra un peu plus de temps et on veut vous montrer d'autres choses, mais on a fait cette partie-là. Alors, cette partie qui est ici, ça, c'est du cumulé. Donc, avec mon assistant calcul, je pourrais le faire très facilement. Je vais vous montrer comment on crée ces filtres qui sont au-dessus. Alors, pour créer un filtre, il suffit de cliquer sur le bouton droit
et de dire ajouter un segment. Donc automatiquement, j'ai la possibilité maintenant de piloter mon tableau directement depuis cette petite combo ici. Alors, ce n'est pas exactement la même forme et le même contenu que ce que j'ai dans mon exemple. Donc, je vais aller modifier en cliquant sur le bouton droit, choisir plutôt ce type de visuel et aller dire que ce que je veux voir, ce n'est pas l'exhaustivité, mais simplement le total et les pays, enfin tous les éléments au niveau pays. Et puis maintenant, eh bien, encore une fois, je vais m'appuyer sur Excel pour retailler la zone que va prendre, l'espace que va prendre mon segment. Je vais retailler ça comme ceci et voilà, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ma vision de tout à l'heure. Alors, je pourrais continuer et l'étape d'après, ça serait notamment de vous parler de ces graphiques, comment on les construit et surtout, ils ont une mise en forme particulière qui n'est pas laissée au hasard. Vous voyez ici, par exemple, on a des choses en noir, des choses en hachuré et il y a une signification derrière tout ça et Toby va vous en parler maintenant. À toi, Toby. Merci Jean-Christophe. Je te reprends l'écran. Voilà. Oui. Voilà. Donc, vous voyez ici, on est sur le même tableau de bord que vient de nous montrer Jean-Christophe. Et en effet, on va s'intéresser de plus près à ce graphique-ci, qui est un graphique scénario business. Mais avant cela, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que tous les graphiques qu'on voit sont des graphiques de type IBCS. IBCS, c'est quoi? C'est International Business Communication Standards, ou les normes internationales de communication en entreprise. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une pensée très simple née en Allemagne qui veut essayer de standardiser la communication en entreprise afin que de la même manière qu'un musicien peut voyager n'importe où dans le monde et prendre n'importe quelle partition de musique et la lire, vu qu'il y a toujours une notification standard, qu'on ait la même chose en entreprise. Donc, qu'on aille dans l'entreprise X ou l'entreprise Y, que les rapports aient les mêmes éléments afin qu'on ne perde pas de temps à regarder la légende pour chaque graphique et qu'on puisse directement reconnaître et comprendre les graphiques rapidement. Donc, si on s'intéresse d'un peu plus près à ce type de graphique, comme l'a dit Jean-Christophe, on voit qu'il y a des barres solides et des barres hachurées. Si on s'intéresse maintenant au tableau à côté, on voit pour l'année 2020 que les chiffres réalisés s'arrêtent en août et à partir de septembre, on n'a que du prévisionnel. Eh bien, ce type de graphique mélange nos réalisés et nos prévisionnels, donc deux mesures sur un seul axe. La mise en forme est importante vu que selon IBCS, la pensée clé, c'est que standardisé, on va retrouver les mêmes éléments. Donc ici, on va toujours représenter nos chiffres réalisés avec une mise en forme solide et nos chiffres prévisionnels avec une mise en forme hachurée. Si on regarde des données budget, on va alors utiliser un contour. Donc si on regarde un autre sur les années, on voit que le changement de la mise en forme est dynamiquement géré par Excel Cube. Si on regarde maintenant un autre type de graphique IBCS fait par Excel Cube, on regarde maintenant les graphiques de comparaison par décalage. Donc, comme je viens de dire, on regarde une barre solide, donc on voit des figures réalisées. Et si on regarde la barre qui est en contour, on sait qu'on regarde des chiffres budget. Donc, ce graphique permet très vite de faire la différence entre mon budget et mon réalisé. Donc, nous sommes ici en train de regarder les ventes nettes en millions de dollars pour les différents États des États-Unis. Et on remarque que les deux graphiques que je vous ai montrés, donc le business scenario et ce graphique par comparaison, par décalage, sont les deux en noir et blanc. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est tout simple. IBCS a réalisé que la majorité des couleurs utilisées dans les rapports sont seulement là pour être esthétiques et non pas fonctionnelles. Donc, elles ne servent à rien, elles ne communiquent rien. Donc, comme elles ne servent à rien, IBCS décide de s'en débarrasser de façon à garder seulement les informations utiles. Mais si on n'a plus de couleur, alors ajouter de la couleur va tout de suite attirer l'œil. Donc, ils ont profité de ça pour ajouter les variations et les codifier selon la couleur. Donc, si c'est positif pour l'entreprise, par exemple ici, on voit que notre réalisé est supérieur à notre budget. Et vu que c'est des ventes, c'est positif pour l'entreprise. On a fait 10 millions de plus de ventes que ce à quoi on s'attendait. C'est positif, c'est mis en vert. Alors que si on voit la Virginie,
les budgets étaient largement supérieurs à notre réalisé, il y a un gros problème, on voit une grosse barre de rouge. Donc, ce graphique, c'est un graphique de variation qui permet très vite de repérer les endroits où il faut attirer l'attention. Et le dernier graphique ici, est le même graphique, mais cette fois-ci formaté afin d'afficher la différence en pourcentage. Les trois graphiques sont liés à un même segment. Donc, profitant de l'intégration avec Excel, on peut changer le tri, par exemple, et voir quels éléments ont la plus grande différence contre le budget. Et on voit que si on compare contre le changement de budget, mais en pourcentage, c'est pas exactement les mêmes éléments que certains éléments, par exemple le Nevada, où il y a des très petites variations comparées à d'autres valeurs, sont en fait un très grand pourcentage. On remarque, pendant qu'on change le tri, si on regarde le dernier état, et je rechange le tri, on voit que le dernier élément ne change jamais. Ça reste autre élément. Et cela, c'est parce que c'est un regroupement. IBCS conseille de toujours garder les regroupements en dernier afin de ne jamais les mélanger avec d'autres éléments et clairement indiquer que c'est un amalgame de chiffres et non pas une version, un chiffre unique. Donc, si on regarde ça, on sait directement qu'il faut déplier ce membre pour aller chercher plus d'informations. Donc, je viens de vous parler de deux graphiques IBCS faits par Excel Cube qui sont très évocateurs. On va maintenant regarder un troisième qui sont les graphiques en cascade. Donc, nous avons ici deux graphiques en cascade, un pour 2007, un pour 2018, qui affichent les contributions de différents éléments structurels d'un groupe envers son total, son résultat. On retrouve les mêmes graphiques de variation en valeur absolue et en pourcentage. Et plutôt que vous dire à quel point c'est facile de construire, je vais simplement vous montrer afin que vous le voyez de vous-même. Donc, nous passons ici sur une feuille vierge où nous avons déjà une connexion Excel Cube. Nous allons cliquer simplement sur « Insérer un graphique en cascade », choisir la connexion que nous voulons utiliser et ensuite commencer à construire notre graphique. Donc, nous pouvons ici mettre les comptes dans les catégories et commencer à choisir quel compte on veut voir pour ensuite les afficher. Mais cela ne serait pas profiter de l'intégration avec Excel. Donc, on va simplement les supprimer et utiliser une liste depuis une plage de cellules Excel qui est déjà dans l'ordre que je veux voir. Si on retourne sur notre graphique, on voit qu'il est formé, mais il y a une grande différence. L'axe est horizontal ici, alors que dans l'exemple précédent, il était vertical. Eh bien, IBCS conseille de n'utiliser des axes horizontaux que pour une évolution dans le temps. Donc, si on regarde une évolution, par exemple, de 2007 à 2020, on va utiliser un axe horizontal afin de voir et toujours voir que c'est un changement dans le temps. Et si on regarde à un instant T, on va utiliser un axe vertical plutôt pour bien indiquer que c'est un moment figé et pas un changement dans le temps. Donc, on va simplement changer le type en cliquant sur le type, l'option ici. On va redimensionner le graphique entier afin de mieux le voir. Voilà. Et voilà, on voit déjà le squelette de notre graphique en cascade, ce qui a été très facilement construit. Et comment est-ce que cela s'est-il fait? Si vous avez essayé de construire des graphiques en cascade dans Excel natif, vous savez que c'est très compliqué. Il faut faire beaucoup de préparation des données pour différencier les éléments qui vont partir de l'axe, qui vont partir du dernier élément, par exemple ici, le conseil contre les licences, et à quel moment les barres vont repartir vers l'axe parce que c'est de Toto. Toutes ces manipulations qu'on doit faire dans Excel de base et le travail de préparation est géré facilement par Excel Cube en utilisant simplement les règles de gestion ou les business rules. Grâce à ce menu, avec un assistant qui est juste apparu sur mon autre écran, voilà, on peut préciser quelle connexion on veut, pour quelle connexion on veut préciser les éléments, préciser quels éléments on veut ajuster ici, et ensuite partir sur la hiérarchie et définir les éléments qui vont former. Donc ici, si ce serait mes totaux, je pourrais mettre mes résultats avant et après impôt, et ainsi de suite, et je les clique simplement sur ajouter pour les insérer. Excel Cube reconnaîtra ces éléments et appliquera la mise en forme correcte. Je l'ai déjà fait ici, donc je vais juste cliquer sur fermer. Et bonne nouvelle, c'est que vu que vous faites ce travail une fois, vous n'avez pas besoin de le répéter. En utilisant simplement l'option insérer une feuille business rule, vous pouvez rechercher le travail que vous avez déjà fait pour ensuite vous simplifier la vie dans le futur. Si nous regardons à nouveau ce graphique, nous voyons l'axe ici est redondant et IBCS conseille de s'en débarrasser vu qu'on voit déjà les valeurs sur chaque barre. Et agrandir un peu et
standardiser la notification ici. Et ces modifications sont simplement faites grâce à l'option message. Voilà, on voit l'axe disparaît, ça s'agrandit, ça devient plus facile à lire. On va faire quelques changements afin de répliquer notre exemple. Donc, par exemple, on va mettre 2017 et 2018 sur les colonnes et on va mettre le scénario sur les filtres afin de ne voir que les figures réalisées. Donc voilà, on retrouve notre graphique en cascade. Si on veut maintenant construire notre graphique de variation, on peut simplement copier le graphique, choisir où l'insérer, juste à côté ici. Ensuite, changer le type du graphique, simplement en cliquant ici, et en choisissant le type de variation absolue. On va mettre les années sur la comparaison, vu qu'on veut comparer notre année en cours, 2018, contre l'année précédente, 2017. Donc voilà, on a la variation entre les deux années. Donc entre 896 et 713, on a 183 de variation. On fait quelques petits changements, mais juste les filtres, les mesures sur la colonne. Et puis on regarde les deux graphiques, on voit que ces noms n'ont pas besoin d'être répétés vu qu'ils sont les mêmes qu'à gauche. Donc on peut simplement faire des choix de mise en forme. Pardon, c'est encore sur mon autre écran. Voilà. On choisit, on applique une mise en forme, ils disparaissent. On peut retailler le graphique entier de façon à ce qu'il prenne un peu moins de place pour pouvoir comparer les deux côte à côte. Si maintenant on copie ce graphique à nouveau, on peut simplement le changer pour afficher la valeur en pourcentage en changeant à nouveau les types. Ici, voilà. On va simplement cliquer sur variance relative pour afficher la valeur en pourcentage. Donc voilà, on a très facilement recréé nos trois graphiques. Il y a un dernier élément IBCS auquel il faut penser, et cela, c'est la précision visuelle. Donc si on regarde cette barre, la longueur de 183 est presque la même que pour 713. Et si on veut donner ce graphique à quelqu'un sans qu'il ait besoin de regarder les étiquettes, il va tout de suite penser que c'est la même valeur. Alors, pour changer ça, on va appliquer une échelle commune, simplement en cliquant sur le graphique, sur l'option format, sur l'option valeur des axes, et ensuite échelle des axes, et correspondra pour construire une échelle commune basée sur le premier graphique. Donc voilà, nous voyons que le 183 est rétréci, et si on prenait exactement ce bout-ci, et on collait au bout des 713, la barre ici aurait la même longueur qu'ici. Donc visuellement, c'est très précis, ça représente ce qu'on veut dire. Donc voilà, nous avons maintenant vu trois types de graphiques intéressants IBCS. On va regarder un autre graphique, le dernier probablement dans le temps qu'on a. Et voici, on a un graphique de variance intégrée. Donc nous sommes connectés à des données Power BI ici, dans cet exemple. Et nous voyons, c'est du solide. Donc on regarde des figures réalisées pour les ventes au cours d'une année pour une entreprise. Et on voit des variations, des flèches de variation en rouge en vert. On sait que le vert et le rouge, c'est pour des changements négatifs ou positifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que le budget est aussi symbolisé, mais sans être affiché. Donc, on voit que le budget pour avril était de 942 000, alors que mon réalisé est supérieur à 1 million. Donc, la barre de budget se serait arrêtée à ce niveau-ci et la variation est ensuite indiquée en vert contre les réalisés. Donc, ça permet très facilement, dans un espace très petit, de voir les comparaisons. Si on regarde maintenant novembre, on voit que la même variation est négative, donc la barre de budget, ça serait fini plus haut. Et ensuite, elle rejoint notre axe, notre barre des réalisés, et la variation est négative, donc indiquée en rouge. J'aimerais maintenant attirer l'attention sur où ces graphiques est construit. Nous sommes ici sur une feuille de tableau de bord Excel Cube, donc elle est facilement insérée depuis le ruban grâce à l'option feuille tableau de bord. Et si nous passons en mode conception, nous voyons que la feuille de tableau de bord, un peu différente, permet de spécifier la place dans laquelle je veux que mes éléments prennent. Donc ici, j'ai mon graphique, je peux le dimensionner. Et autre particularité est le fait que les éléments sont liés. Donc, si je repasse en mode vision, si je clique sur un élément particulier, je vois que la grille à côté est filtrée. Donc, si je clique sur un autre, mes chiffres changent à nouveau. Et donc, les feuilles Dashboard Excel Cube permettent de automatiquement lier différents éléments afin de construire des tableaux de bord pour être visualisés sur le web. Donc, si on publie cela sur le web, simplement en cliquant sur publier, et puis ici, je l'ai déjà publié, donc pour gagner du temps, je vais à la place vous montrer un élément intéressant, c'est l'option gérer, où on peut préciser quelles personnes ont accès
à ce dossier, donc qui a ajouté, qui a autorisation, et on peut baser cela sur des rôles. On peut dire qui peut seulement regarder, qui peut consulter plus. On peut voir l'historique, donc les versions courantes. Je l'ai publié 4 fois, on est sur la 4e version. Si je remarque que cette version-là est cassée, je peux facilement faire un rollback sur une version antérieure qui, je sais, qui marche. Voilà, élément intéressant à noter. Mais si je passe maintenant sur le web, voilà, on voit le tableau de bord que je viens de publier. Je clique dessus pour l'ouvrir et voilà, il est disponible sur le web. Et là, on peut profiter vraiment de la force des feuilles tableau de bord Excel Cube. Si je change la taille de l'écran sur lequel je visualise, la mise en forme s'adapte. Donc, je vois ici mon tableau, ma grille est passée en dessous de mon graphique. Donc, et tout cela en gardant la même interactivité. Donc, je peux déplier mes graphiques, faire des sélections dessus encore, déplier et changer mes hiérarchies sur le graphique. Donc, c'est vraiment apporter de la force, quel que soit l'appareil que vous utilisez. Et autre particularité à noter, c'est que nous sommes sur des données Power BI. Et si je vais dans Power BI, je peux directement insérer mon tableau de bord dans Power BI. Et là, ici, j'ai un segment Power BI qui est intégré avec mon élément Excel Cube et qui applique les filtres. De même, le graphique ici est un graphique Power BI qui filtre mes données Excel Cube où j'ai la même interactivité. Je peux zoomer sur un élément particulier, déplier un élément, faire une sélection particulière pour filtrer mes éléments à côté et toujours déplacer mes hiérarchies pour avoir une analyse un peu plus poussée ou un peu différente de ce qui était prévu au départ. C'est tout ce qu'on a le temps de vous montrer aujourd'hui. Si ça vous intéresse plus de voir les différences, l'intégration avec Power BI, nous avons un webinaire en ligne où on montre ça, qui est disponible sur YouTube. Simplement recherchez Excel Cube France et vous verrez la playlist dans laquelle il est enregistré. Nos autres ressources en ligne sur notre site web où vous pouvez télécharger une version d'évaluation gratuite pour tester Excel Cube avec vos données avec une licence d'évaluation qui dure 28 jours. Si vous avez d'autres questions, on s'y fera une joie d'y répondre à info@excelcube.com. Mais maintenant, en parlant des questions, on va passer aux questions qu'on a eues dans le webinaire. Donc, merci Toby. J'en vois une ici, oui. Comment peut-on gérer les erreurs liées aux produits non trouvés lors d'un chargement de liste? Donc, il y a plusieurs méthodes de prendre en compte cela. Donc, par exemple, pour le graphique en cascade que j'ai montré tout à l'heure, si je voulais spécifier une liste de comptes, je peux soit insérer une formule où j'ai ma liste de comptes. Donc, je peux cliquer ici sur les comptes, choisir l'élément de base et ensuite choisir les enfants et les insérer. Donc, j'ai une liste insérée de tous mes éléments. Ou une autre option, donc si un élément n'est plus reconnu, il y aura un message à Excel Cube qui dira que l'élément n'est pas reconnu. Ou autre option, ce serait de mettre un tableau avec juste la liste et ce tableau s'applique automatiquement et vous pouvez conduire tous vos autres tableaux ou graphiques depuis un tableau Excel Cube. Les deux sont liés. Donc, j'aurais pu pointer ce graphique sur un tableau Excel Cube pour avoir les résultats en chiffres et une liste dynamique avec qui conduit mon graphique à côté. Alors, on peut également en fait gérer si dans une liste un élément est invalide, on peut gérer le fait est-ce que Excel Cube va afficher une erreur ou il va simplement ignorer l'élément. Alors, on a d'autres questions. Ah oui, comment sont intégrés les rapports dans Power BI? Donc, c'est grâce à un élément personnalisé qu'on a. Donc, si je passe ici en mode éditer, je vois que j'ai un élément personnalisé Excel Cube où je peux insérer directement. Donc, si je sépare cela, je peux cliquer dessus et ensuite choisir quels paramètres Power BI vont influencer mon tableau de bord Excel Cube et juste parcourir en ligne, retrouver par exemple mon tableau de bord et l'insérer et puis le retailler. Donc, on a plus de détails là-dessus dans notre webinaire Power BI, mais on n'a pas vraiment le temps de vous montrer tous ces détails aujourd'hui. Donc, si vous regardez sur YouTube, vous verrez en plus de détails comment exactement lier Power BI et Excel Cube. Faut-il une licence Excel Cube pour visionner les dashboards réalisés? Alors, on a deux types de licences. On a la licence auteur. Donc, on pourrait utiliser celle-là pour construire nos rapports et les publier en ligne. Mais on a également des licences juste pour visionner.
Donc, ce serait des licences web où les personnes peuvent accéder au rapport, les déplier à travers le web, donc faire les différentes manipulations, mais sans pour autant construire le rapport. Donc, ils peuvent seulement voir les données. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a le temps. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, on peut envoyer-les à info@excelcube.com et on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez les questions, envoyez cet email et on y répondra. C'est tout ce qu'on a le temps. J'espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde de nous avoir et bonne continuation. À la prochaine fois. Merci Toby. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.